Bonjour à tous, comment ça va? Alors déjà j'espère que ce petit rythme vous plaît, petite histoire là comme ça tous les soirs, parce qu'aujourd'hui on va parler de l'artiste la plus en vogue du moment. À 34 ans, elle a déjà sorti 10 albums, et à l'heure où je vous parle, elle est en train de faire la tournée la plus rentable de l'histoire. Alors, contrairement à des légendes de la musique dont on a parlé ici, elle fait moins l'unanimité. C'est une reine du marketing, donc elle est très clivante dans son domaine. Dans cette vidéo, de toute façon, on va moins parler de sa carrière musicale que de son influence sur l'industrie et sur la société, principalement américaine. De toute façon, c'est toujours difficile de faire des bilans sur des artistes quand ils sont peut-être qu'à la moitié de leur carrière. Vous avez vu le titre, vous avez compris, on va parler de Taylor Swift. Voici Taylor Allison Swift bébé, devant son assiette de pâte jambon. Elle est née 18 mois avant cette photo, le 13 décembre 89, à West Reading, en Pennsylvanie. Et si vous savez pas trop situer la Pennsylvanie, c'est normal. En gros, c'est à près de 100 km au nord-ouest de Philadelphie. Et je crois pas parler trop vite si je dis que là-bas, il se passe pas grand-chose. Alors ses parents l'ont pas appelé Taylor pour rien. Ils l'ont appelé Taylor en référence à James Taylor, un chanteur de rock folk américain. Et ça, plus le fait que sa grand-mère Marjorie Finlay était une chanteuse d'opéra, on pourrait se dire que Taylor était prédestinée à faire de la musique. Enfin, elle a quand même eu un sacré coup de pouce des parents, il y a des destins plus faciles que d'autres, voilà, vous allez comprendre. Avant sa naissance, sa mère, Andrea Gardner Swift, travaillait dans la finance, et son père, Scott Kingsley Swift, est courtier dans une banque d'investissement, comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père, etc. Là où je veux en venir, c'est qu'on a pris la mauvaise habitude de parler souvent d'artistes qui partent de rien, qui partent des fois même de la misère absolue. Bon, là clairement, vous allez voir le niveau de vie et niveau thune. Bon, c'est une bourge, voilà. Taylor va grandir dans un endroit plutôt inhabituel, une ferme de sapins de Noël que son père a acheté à un de ses clients. Même elle le dit, elle a vécu une enfance magique. Elle a donc 9 ans quand elle commence à se désintéresser de l'équitation et de ses 7 chevaux. 7 chevaux. Quand je vous parle de cuillère d'argent dans la bouche, je suis pas vraiment en train de grossir les traits pour faire genre qu'est-ce que tu fous avec 7 chevaux, j'en ai aucune putain d'idée. Bref, elle commence à se désintéresser de l'équitation et de ses 7 chevaux à cause d'un truc, la musique. Ses parents lui payent donc des cours de chant et d'acting. Elle va même régulièrement à New York pour prendre des leçons à Broadway, et à 11 ans, sa mère lui fait faire le tour des labels de Nashville pour leur présenter des enregistrements de reprises de Dolly Parton ou encore de The Dixie Chicks. Car oui, le truc de Taylor Swift, c'est pas encore la pop, c'est la country. Et pour nous, ça nous parle beaucoup moins, mais aux États-Unis, la country, c'est très important. Et dans son enfance, c'est juste après avoir découvert Shania Twain qu'elle décide de se consacrer à ce style musical en particulier qui sent bon l'Amérique et les cowboys. Par contre, aucun label ne la rappelle. Bah c'est bien, mais non, hein. Et alors c'est pas qu'elle est pas douée ou quoi que ce soit, non. Elle chante très bien, c'est plutôt ok et tout. C'est juste que bah voilà, une adolescente qui chante de la country, bah c'est pas vraiment la cible, c'est pas vraiment ce que cherche un label. Ils sont un peu en mode, ah ok, oui, sympa ton délire, mais vas-y, non, hein. Et puis même l'image de l'ado qui fait la country, ça correspond pas vraiment à l'audience du genre. On est plus sur du vieux monsieur avec une voix bien rock. Oh yeah, oh no no no. Je fais ça si mal. Mais bien sûr, Taylor va pas abandonner, et ses parents y croient eux aussi. Pour preuve, ils décident de déménager en 2003 pour l'aider à percer. Ils sont en mission Taylor. On connaissait le projet Mbappé, voici le projet Taylor Swift. Où ça? Eh bien, à Nashville. Il faut comprendre que Nashville est à la country, ce que Los Angeles est au cinéma, ou encore Salt Lake City au Mormon. Entre-temps, Taylor a appris à jouer de la guitare, elle commence à écrire ses propres textes, et elle fait même ses premières dates grâce à un agent engagé par papa-maman. Et là, ça rigole plus. Taylor Swift a des journées bien chargées. Elle va à l'école, comme tous les ados de son âge. Le mardi, après les cours, elle fait des ateliers d'écriture avec les meilleurs artistes de country du pays. Et le soir, alors que c'est un enfant, hein, elle joue dans des cafés ou dans des salles. Quand je vous dis qu'il y a des parents qui aident vraiment leurs enfants. Et finalement, en passant par ce chemin-là, à force de faire des petites dates, etc., elle va arriver aux oreilles des labels d'une autre façon. Et il y en a un qui va s'intéresser à elle, et c'est Sony. Et c'est ainsi qu'elle devient donc la plus jeune artiste signée par la maison de disques à peine 14 ans. Sauf que Taylor Swift, du haut de ses 15 ans, va rompre son contrat après 1 an parce qu'elle veut enregistrer seulement les chansons qu'elle aurait écrites ou coécrites. On sent déjà qu'elle veut garder le contrôle et qu'elle a papa-maman qui lui dit bon, c'est comme ça que ça se passe. Et ce sera avec un autre label qu'elle finira par signer pour un long moment, Big Machine Records. Et pourtant, nombreux sont les gens qui ont essayé de dissuader le boss Scott Borchetta de la signer parce qu'une gamine de 15 ans qui raconte des histoires d'ados sur de la country, t'es pas sérieux? Eh bien si, c'est tout à fait sérieux.
Le premier album de Taylor Swift, intitulé Taylor Swift, sort le 24 octobre 2006 et c'est un carton. Son album va être hyper bien reçu par la critique, par la presse spécialisée, et va même commencer déjà à établir des records. Son disque atteint jusqu'à la 5e place du Billboard 200 et reste dans le classement pendant 157 semaines. C'est simple, il n'y a pas eu mieux dans la décennie de 2000 à 2010. Taylor Swift est aussi devenue la première artiste féminine de country à écrire ou coécrire tous les titres d'un premier album certifié platine. Bravo à elle, je vous rassure, on va pas commencer à établir tous les records qu'elle a parce que elle fait partie, je pense, des artistes qui ont le plus de records. C'est un destin particulier, voilà, c'est abusé, elle nique tout. Pour Taylor Swift, battre des records, c'est un trait de personnalité. Et d'ailleurs, elle parle de quoi ces musiques? Comme on l'avait dit au boss de son label, d'histoires d'ado. Par exemple, Tim McGraw lui a été inspiré par sa relation avec un terminal alors qu'elle venait de rentrer au lycée. La chanson raconte son espoir qu'ils se souviennent d'elle en écoutant leur musique commune préférée quand il sera à l'université. C'est mignon. The Outside raconte quand elle est passée de cool kid à ringarde à cause de sa passion pour la country. Voilà le genre d'histoire en début de carrière parce que c'est une ado. On peut se demander, mais elle parle de quoi? De ça. C'est simple, mignon, efficace. Touchant. En tout cas, après cet album, elle pèse quand même. Pour une ringarde, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est un beau départ. Et ce qu'il faut se dire, c'est que toute l'industrie avait du mal à comprendre l'engouement et qu'est-ce qui s'était passé, parce qu'en fait, elle a révélé qu'il y avait une audience un peu nouvelle, inconnue au bataillon. Jusqu'en 2006, personne n'avait imaginé que des adolescents écouteraient de la country. Donc c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. En tout cas, vous l'aurez compris, sa carrière est lancée. Et pour un bon moment. Le 11 novembre 2008, Taylor Swift sort son deuxième album, Fearless. Et là encore, gros succès. Plusieurs singles trussent les premières places du Billboard 200, sa chanson Love Story va être la première chanson country à figurer dans le classement pop. Et dans la foulée, elle fait sa première tournée, 118 dates, complète. Welcome to the Fearless Tour 2010! Et donc là, à partir de 2008, ça commence à devenir très sérieux. On peut dire que Taylor Swift est devenue une artiste de catégorie 1. Elle a une grosse fanbase qui se fait appeler les Swifties. Tous les médias veulent l'interviewer et elle est au centre de l'attention publique, surtout après un certain événement. Le 13 septembre 2009, c'est la cérémonie de remise de prix des MTV Music Awards. On appelle Taylor Swift venir récupérer son prix du meilleur clip d'une artiste féminine. Elle y croit à peine et monte sur scène toute timide. Elle a même pas 20 ans. Et là, elle commence à peine à parler que Kanye West lui prend le micro des mains. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Kanye West qui fait du Kanye West, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire. Et finalement, pour ceux qui n'auraient pas la suite, Beyoncé va gagner le prix du meilleur clip de l'année et va inviter Taylor Swift à monter sur scène où elle va pouvoir finir son discours. La classe. Bon, cette affaire a fait énormément de bruit, peut-être trop de bruit pour ce que c'est en fait. Entre autres, Obama qui dit que Kanye West est un crétin. He's a jackass. Comment on en est arrivé là, quoi? C'est un moment de pop culture très South Park. Il y a des moments comme ça qui sont impactants. Ensuite, il y a Kanye West qui s'excuse, etc. L'affaire a duré longtemps. La seule personne qui a pris ça un peu avec le sourire tout du long, c'est Taylor Swift. Qui est là en mode je suis gentille. What was going through your mind? Well, I think my overall thought process went something like, wow, I can't believe I won. This is awesome. Don't trip and fall. I'm gonna get to thank the fans. This is so cool. Oh, Kanye West is here. Cool haircut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Taylor Swift est très soucieuse de son image de jeune fille américaine parfaite. Et elle fait tout pour respecter les valeurs de la musique country. En gros, sois une bonne fille, parle pas de politique, souris quoi qu'il arrive, et ne fais pas d'histoire. Mais ça va changer. En 2010, Taylor sort son album Speak Now et en 2012, Red. Des énormes succès suivis de tournées qui remplissent les salles. Et il y a quelque chose qui n'échappe pas aux Swifties, leur idole expérimente des sonorités plus pop. Mais il n'y a pas que sa musique qui se transforme, Taylor Swift aussi. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la pop, où les artistes ont des espèces d'eras. Et pour la tournée de son 4e album, elle va troquer ses longs cheveux bouclés pour des cheveux raides et opte pour un look plus audacieux avec paillettes, tenue plus courte et rouge à lèvres. Et la jeune fille qui voulait pas faire d'histoire va finir par en faire. Le 27 octobre 2014 sort son 5e album, 1989, 1989. Et là, il n'y a plus de doute. Taylor Swift a définitivement abandonné la country pour la pop. Et ça paie, car son single Shake It Off devient un succès planétaire. Bon, et maintenant, imaginez, on est le 3 novembre 2014 et vous êtes une Swiftie, ou un Swiftie. Faites-le. Vous voulez écouter votre artiste. Vous vous connectez à Spotify pour écouter Shake It Off pour la 1000e fois. Et là, c'est le drame. Votre musique coup de cœur du moment a disparu. Mais surtout, toute la discographie de votre idole a disparu. Non, c'est pas un bug. À ce moment-là, Taylor Swift a décidé de retirer tout son catalogue des plateformes de streaming. Là, vous êtes censé me dire, mais pourquoi elle a fait ça? Why?
Pour mieux comprendre, faut se remettre dans le contexte. C'était il y a presque 10 ans. Aujourd'hui, quasiment tout le monde utilise les plateformes de streaming pour écouter de la musique. Par exemple, rien que Spotify comptabilise plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois en 2023. Mais en 2014, c'était 10 fois moins. Le modèle n'était pas encore au point et n'était pas rentré dans les habitudes de consommation. Des gros noms de la musique avaient déjà commencé à critiquer Spotify pour sa rémunération inéquitable et que ça allait empêcher de nouveaux artistes d'émerger. Bah elle, Taylor Swift, n'a pas fait que critiquer. Elle a décidé de retirer toute sa discographie des plateformes de streaming en disant simplement qu'elle voulait pas participer à cette expérimentation qui se fait au détriment des artistes. Mais ce qu'elle et les autres reprochent à Spotify, c'est pas tant le streaming en soi. C'est son modèle économique dit freemium. Bien sûr, si c'est gratuit, c'est parce que les auditeurs doivent se taper des pubs entre les chansons. Mais l'argent des annonceurs suffit pas à payer correctement les artistes. Ça va alors de 0,006 à 0,0084 centimes par écoute. Il faut donc environ 1000 écoutes pour se payer un grec, et encore si t'es indépendant. Le seul moyen pour résoudre ce problème, c'est que les utilisateurs souscrivent à un abonnement premium. Et selon elle, encore une fois, Spotify n'en fait pas assez pour convertir ses utilisateurs en abonnés. Elle va donc tenir tête à Spotify, à elle toute seule. Au passage, elle va en plus faire plier Apple. En juin 2015, Apple s'apprête à lancer sa plateforme de streaming Apple Music. À la différence de Spotify, elle est payante. Mais pour attirer les utilisateurs, la marque propose une période d'essai gratuite de 3 mois. Ok, ça c'est ce pourquoi elle se bat, et c'est ce qu'elle voulait, mais il y a encore un mais. Parce que le souci, c'est que dans ces 3 mois gratuits que les gens ont s'ils souscrivent, les artistes n'ont pas de royalties. C'est vraiment 3 mois gratuits. Et tu fais pas une chanson pour que des gens l'écoutent pendant une période gratuitement. Elle est là en mode là vous vous foutez de ma gueule. Alors elle écrit une lettre ouverte et menace de retirer son album 1999 qui parade encore au sommet des charts. Après le coup de pression publique de Taylor Swift, Apple s'engage à rémunérer les artistes même pendant la période d'essai. Bien joué. Ce qu'il faut se dire c'est qu'à l'époque, elle a pris ce combat à elle toute seule. On lui a rien demandé. Elle a voulu faire ça pour tous les artistes, c'est-à-dire que Taylor Swift, que t'aimes pas, que t'écoutes pas, elle a sûrement fait beaucoup plus, rien qu'avec ça, pour la musique, que beaucoup d'artistes que t'écoutes. C'est une meuf qui utilise son influence pour bousculer l'industrie et rendre les droits des artistes. Mais du coup, et Spotify ? Eh bien, il faudra attendre 2017 pour que Taylor Swift revienne sur la première plateforme de streaming. Après 3 ans de négociations, elle a obtenu ce qu'elle voulait depuis le début, que les nouveaux albums soient exclusivement accessibles aux abonnés payants pour une durée limitée. Dans cette histoire, elle a tout gagné. Même si ça a pris 3 ans, ça s'est fait dans ces conditions, elle a eu gain de cause. À l'usure, ça marche, et ça a fait bouger les plateformes. Mais Taylor Swift ne s'arrête pas là. Maintenant, elle s'est dit, ok, j'ai lutté pour ça, maintenant je vais lutter pour le droit des artistes. Taylor Swift, elle va en manif. Et en faisant tout ça, c'est la première fois que Taylor Swift avait pu tester un peu sa capacité d'influence, et ça lui plaît bien cet exercice. Elle a l'impression d'avoir un pouvoir, et c'est pour ça qu'elle va partir au front pour toute la patrie. Alors oui, sachez-le et retenez-le, si la lecture des titres sur ton Spotify maintenant est en aléatoire, c'est grâce à Taylor Swift. Et c'est aussi grâce à elle que on peut skipper que 6 fois par heure quand on paye pas, tout ça pour protéger les royalties et les droits des artistes. Et même si dit comme ça paraît rien, si, c'est ouf. Bon, dans tout ça, elle a pas chômé. En 2017, elle a lancé encore un nouvel album, Reputation. Carton, record, flouze. Vous connaissez la recette. Tout semble bien aller. Elle fait ce qu'elle aime, elle est devenue l'artiste la mieux payée au monde. Sa dernière tournée a réuni près de 3 millions de spectateurs et son prochain album Lover s'apprête à sortir avec son nouveau label Republic Records du groupe Universal. Ah, et Big Machine Records, c'est pas avec eux qu'elle avait signé que j'avais dit tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a préféré quitter son label historique à la fin de son contrat parce qu'elle a négocié 2 trucs avec Universal. Et le premier truc qu'elle a négocié, ça ne concerne pas que elle, ça concerne toute l'industrie musicale. Dans ses contrats, elle met des conditions qui bougent tout. La première condition, si Universal vend ses parts que le groupe a achetées dans Spotify dans son lancement en bourse, l'argent doit être reversé entièrement aux artistes. Elle a pensé aux copains. Est-ce que vous vous rendez compte de la clause dans le contrat? Elle a senti le truc, elle a dit « Comment Universal ont des parts dans Spotify? C'est pas normal. Si ça prend de la valeur, c'est grâce à nous. Si ça prend de la valeur, c'est parce qu'il y a des artistes et des gens qui nous écoutent. C'est très très fort. Ah non, c'est magnifique, bien joué. » Et la deuxième condition, c'est qu'elle soit propriétaire des masters de ses prochains albums. Et là, on va faire une petite parenthèse pour que vous compreniez bien la suite. Les droits masters, c'est en gros le droit de publier et tirer une part des revenus d'une musique. La plupart du temps, c'est les labels et les producteurs qui obtiennent les droits masters, parce que c'est eux qui financent les enregistrements et qui les produisent. Donc même si Taylor Swift a quitté Big Machine Records, elle n'est pas propriétaire des droits masters de ses 6 premiers albums. Et c'est ça qui va poser problème. Dites-vous que pour la plupart des artistes que vous écoutez, le produit final, qui est d'ailleurs la musique qui est délivrée, n'appartient probablement pas à l'artiste s'il est en contrat d'artiste. En 2019, elle apprend que Big Machine Records va être racheté. Ok, cool, content pour le label, sauf qu'il va être racheté par un certain Scooter Braun, un manager qui a lancé quelques petits artistes du genre Justin Bieber ou Ariana Grande. Et Scooter Braun, Taylor Swift, elle aime pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qu'elle a dans le viseur en mode « Ah, c'est le connard là !»
On va faire un petit bond dans le temps. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'intervention de Kanye West 10 ans plus tôt. J'ai pas raconté ça pour rien. En fait, l'histoire, elle s'est pas terminée là. Je vous fais une petite histoire dans l'histoire. Après l'épisode des MTV Music Awards, Kanye West va s'excuser. Puis, il va finalement revenir sur ses excuses. Puis, tout semble aller mieux. On les voit poteaux aux Grammys 2015. Quand le rappeur dit vouloir se lancer dans la présidentielle de 2020, Taylor Swift le soutient. Et puis en 2016, Kanye West sort le titre Famous. Allez, on écoute un petit extrait pour le plaisir. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. God damn! I made that bitch famous. Ouais, alors c'est pas si sûr que ça qu'ils soient potes en fait. Alors Kanye West dit que Taylor Swift a approuvé les paroles, Taylor Swift dit que non, ensuite t'as Kim Kardashian qui s'en mêle qui dit que bah si, t'avais dit oui. Ensuite il y a le clip de Famous qui sort, et du coup il a pris une sosie de Taylor Swift dans un lit avec lui. Bon, je veux pas banaliser ça, mais Kanye West est juste en train de faire du Kanye West, il y a une vraie vidéo à faire sur lui, on peut comprendre pourquoi ça a pas plu à Taylor Swift. Ça c'est typique le truc où, bon... Ah, c'est chiant. Et pendant tout ce drama, il y a quelqu'un qui a toujours soutenu Kanye West, coûte que coûte, son manager, Scooter Braun. Tiens. Résultat, le mec qui a racheté le label, qui possède désormais maintenant les droits master de Taylor Swift. Donc le gars là, qui m'aime pas, qui soutient le gars qui me fait chier, il a en plus les droits de mes musiques. C'est comme si ton ennemi possédait tes droits. Chiantos. Après, faut nuancer tout ça parce que Taylor Swift et Scooter Braun, évidemment, ils font que se rejeter la faute l'un sur l'autre. Donc en vrai, nous d'un point de vue spectateur, juste là, on n'en sait rien. Nuançons et prenons tout ça avec des pincettes, évidemment. Selon elle, il aurait refusé de lui vendre ses droits, et en plus, il l'aurait empêché de se produire sur scène à plusieurs événements, juste pour exercer son pouvoir. Et selon lui, Taylor aurait refusé de racheter ses droits master, et bloquerait toute négociation. C'est donc le bordel, ils s'entendent pas, et Scooter Braun se dit que, puisque c'est comme ça, je vais revendre les droits des 6 premiers albums à un fonds d'investissement. Voilà, comme ça je me fais pas chier, je vends ça là, une merde, et tu te démerdes avec eux. C'est-à-dire que Scooter Braun, il a envie de se débarrasser de ce merdier, il vend ça à un truc qui va complètement bloquer le truc, et il prend 250 millions. C'est la thune qu'il a pris en vendant tous les droits de Taylor. Imaginez ce qui se passe dans la tête de Taylor Swift. C'était déjà humiliant, en plus c'est ton taf, c'est toute ta vie en fait. C'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est terrible. Du coup, Taylor Swift, elle en a marre, elle a le seum, et c'est compréhensible. Elle n'est pas contente qu'on puisse revendre ses droits de ses propres musiques sans son consentement, et que c'est quoi, on fait du troc avec ce qui devrait m'appartenir? Non, c'est terrible. Du coup, Taylor Swift, en reine du marketing, elle a une idée, toute simple. On se demande même pourquoi personne n'y avait pensé avant. Puisque rien ne l'empêche, elle décide de réenregistrer ses 6 premiers albums dans une Taylor's version. En fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle possède tous les droits dessus. L'audace du truc. Si à votre bac de philo vous tombez sur la question qu'est-ce que l'audace, vous pouvez répondre Taylor's version. Pour être sûr que vous compreniez bien, elle a juste fait recomposer, elle a rechanté, elle a tout refait pareil, le plus identique possible, mais vu que c'est techniquement pas les mêmes parce que c'est pas fait par les mêmes personnes, bah cette fois-ci, elle a les droits dessus. Et dites-vous qu'elle a eu aucun problème parce qu'il n'y avait pas de recours possible pour les gars qui ont dépensé 250 millions pour acheter ses droits. Ils ne peuvent rien faire avec ça. Et franchement, c'est un tour de force. Elle a tout niqué. Le litige entre Taylor Swift et Scooter Braun a eu un réel impact sur l'industrie. Beaucoup d'autres artistes célèbres ont soutenu Taylor Swift dans sa croisade pour récupérer ses droits, et rendant cette histoire publique, de nouveaux artistes se sont sentis encouragés à exiger les droits de leur master à la signature de leur contrat. Et rien que pour ça, d'avoir rendu l'histoire publique, d'avoir vulgarisé la question des droits master, c'était super important, le public l'a compris, et dites-vous que ce qui est encore plus beau, c'est que les gens, s'ils veulent écouter Taylor Swift, les fans savent qu'il faut absolument pas écouter les versions qui ne sont pas les Taylor's versions, parce que ils ont compris le problème du litige. Et dites-vous que tout ça, ça a sauvé pas mal d'artistes, et ça a changé à tout jamais les contrats proposés par les labels à des artistes. Et oui. En tout cas, bravo à elle. De 2020 à 2023, elle réenregistre 4 de ses albums, en plus d'en sortir 3 nouveaux. Folklore, Evermore et Midnight. Clairement, elle s'arrête jamais, dort un peu Maros. Et en ce moment même, comme je vous l'ai dit, Taylor Swift fait sa 6e tournée. Et dites-vous que c'est tellement huge que les économistes parlent de Swiftonomics pour parler des retombées financières sur les villes qui accueillent ses concerts. Vous avez peut-être vu passer l'info récemment de quand elle fait un concert, elle a déclenché un tremblement de terre. One expert claims fans dancing at 2 of her shows in Seattle caused the equivalent of a 2.3 magnitude earthquake. It's being called a Swiftquake. Oh, c'est une chanteuse! C'est dingue! Je sais que je suis pas là pour ressortir tous ces records parce qu'elle en a toutes les semaines. Si tu suis un peu l'actu pop et tout, tu te rends compte que toutes les semaines, il y a une actu Taylor Swift où, je sais pas, elle a des certifs, des trucs, des tournées rentables, des... Les économistes ont donné un nom pile à l'économie qu'il y a autour de Taylor Swift, tant elle a une influence, tant elle est importante dans l'industrie. Je vois souvent elle se fait bâcher parce qu'en fait c'est une artiste clivante. La musique te parle ou te parle pas, tu vois. Moi elle me parle pas tant que ça, mais par contre, les gars, vous pouvez pas nier et ne pas reconnaître que cette meuf-là a peut-être aujourd'hui la plus grande influence dans la musique, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas.
Et dites-vous que c'est jamais simple de comprendre un succès pareil quand on n'y est pas soumis. Sauf qu'en creusant un peu, on se rend au moins compte que Taylor Swift est l'incarnation même de l'artiste qui se bat pour son art, pour l'indépendance et pour ses droits. Et ça, on respecte. D'ailleurs, pour la première fois, elle organise le film de sa tournée sans Hollywood, le finançant par elle-même et laissant ses équipes s'occuper de la distribution. Ça se trouve, après avoir secoué un peu l'industrie du disque, peut-être qu'elle va s'en prendre au cinéma, on sait pas. Est-ce que c'est pas paradoxal de parler de Taylor Swift contre l'industrie alors qu'elle paraît l'incarner, jusqu'à pousser ses stratégies marketing à leur paroxysme? Le magazine Bloomberg a même employé l'expression « Taylor Swift est l'industrie musicale ». Expression qui a été beaucoup reprise pour démontrer à quel point elle est influente. Donc en fait, elle peut pas être contre elle-même. Mon titre est un peu con. En fait, Taylor Swift incarne à la fois l'industrie musicale en tant que force majeure et une voie de réforme au sein de cette industrie. Elle représente plutôt une force de changement au sein d'un système complexe qu'elle connaît bien. Et ce sont ces deux aspects qui en font une artiste si controversée, mais indéniablement très puissante. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, au moins titiller votre curiosité si Taylor Swift n'est pas des gens que vous écoutez, et si jamais vous êtes fan de Taylor Swift, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Sur ce, pensez à vous abonner, à laisser un j'aime, ça me soutient. Je suis content moi de vous lire un peu tous les soirs, et sur ce, je vous dis à demain.